Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais commencer ce mois-ci par vous raconter des contes d'Halloween. Le premier est d'Hervé Bonneau, à jamais dans les mémoires. Très belle écoute à tous. « 31 octobre 2018. Un instant noir et terrible se prépare. Une nuit qui restera gravée à jamais dans les mémoires. Dans le petit village de Puy-le-Vieux, au cœur des Basses-Alpes, dans le sud-est de la France, Halloween investit les lieux pour la première fois. Un village atypique, charmant, perdu au milieu des montagnes, entre falaises abruptes et forêts verdoyantes. La beauté de Puy-le-Vieux réside dans son architecture ancestrale, mélange de bois et de pierre, où les ravages du temps ont su rester impuissants. Sur la place centrale trône le puits légendaire qui a donné son nom au village et qui tire son eau dans les entrailles de la montagne. En retrait, une église centenaire dont les cloches rythment depuis toujours le quotidien de ce petit village paisible. Le froid a déjà largement recouvert le village, mais la neige peine à montrer ses premiers flocons. Malgré l'automne, de nombreuses feuilles refusent leur destin inéluctable et s'accrochent encore à leurs branches, espérant que le temps saura les épargner. Pourtant, rien ne perdure, impossible de fuir son destin. Alors que les anciens dénoncent une anomalie climatique, un dérèglement environnemental, le maire y voit une chance, une opportunité en or pour sa commune. Les routes seront praticables, accessibles par le plus grand nombre, la foule viendra en masse. Cette journée sera inoubliable. Si seulement il avait su combien il avait raison. Afin de vaincre leur isolement montagnard, le maire a souhaité organiser la fête d'Halloween au sein même de son village et pour la première fois de son histoire. Une fête qu'il veut enivrante, bien plus rayonnante que celle de Noël. Dans son rêve de grandeur, il espère que Puy-le-Vieux sera connu partout dans le monde pour cette fête celtique si peu célébrée en France et pourtant si amusante pour les petits et les grands. Une notoriété qui attirera chaque année davantage de touristes. Une attraction mondiale qui redorera le blason de la commune et remplira les caisses. Le maire avait raison. Des centaines et des centaines de visiteurs ont fait le déplacement pour assister à la première fête d'Halloween de Puy-le-Vieux. Le bouche à oreille a fonctionné. Ils sont venus de toute la région, certains même de pays lointains. Jamais Puy-le-Vieux n'avait vu autant de véhicules. Les bouchons se forment. L'équipe communale organise le stationnement pour limiter l'anarchie. Le maire s'impatiente, l'heure tourne. Dans un souci de perfection, il entend suivre son planning à la seconde près, des secondes que le clocher de l'église garde précieusement sous son contrôle. La nuit tombe. Les dernières voitures trouvent leur place. En altitude, le soleil se couche tôt, prisonnier des hautes montagnes qui l'empêchent d'étinceler de ses rayons. À 17 heures, Puy-le-Vieux est déjà plongé dans l'obscurité. Une nuit noire et lourde étale son empreinte ténébreuse. Le froid s'intensifie. Dans 1 heure seulement, 60 petites minutes, la joie ambiante aura disparu. Les sourires se seront effacés pour laisser leur place au chaos et à l'incompréhension.
Les cloches sacrées de l'église retentissent de 5 coups secs, 5 coups fermes et puissants qui annoncent le début des festivités et enclenchent le compte à rebours qui précède le drame. Monsieur le maire regarde sa montre. Les cloches centenaires ne lui suffisent pas. Il doute de leur précision. Son besoin de perfection le contraint à s'assurer que l'heure annoncée est bien exacte. Soulagé d'être en adéquation avec son planning, il exécute une parade solennelle déjà 1000 fois répétée. Dans le micro, il annonce 1, 2, 3. Puis de son index droit, il presse le bouton d'un interrupteur doré qui illumine instantanément chaque rue, chaque recoin du petit village. Les bâtiments se couvrent instantanément de parures étincelantes et magiques. La musique se met en marche. Les sourires se posent sur les regards émerveillés. Tel un héros, la foule l'applaudit et l'acclame. Débordant de fierté, le maire descend de son estrade puis se mêle aux habitants du village et aux nombreux touristes qui ont répondu favorablement à son appel. Lui aussi veut faire la fête. Intérieurement, il se félicite de son idée de génie. Déjà, il se voit sur les plateaux de télévision, expliquant comment il a sauvé puis le vieux de l'oubli. Très vite, la fête bat son plein. Les enfants se gavent de bonbons en s'amusant à effrayer tous ceux qui passent devant eux. Citrouilles, sorcières et chauves-souris décorent les vitrines des magasins. Le moindre commerce s'est prêté au jeu. Sur la scène, montés pour l'occasion, des vampires rockers depuis le vieux entonnent des tubes d'autrefois. Les anciens picolent autour de tables en bois. Les femmes s'emmitouflent dans leurs manteaux épais et se regroupent près du marchand de châtaignes pour profiter de la chaleur de son four. Dans seulement 13 minutes, la première victime tombera. Personne ne sait encore qui elle est. Tout le monde est concerné, les jeunes, les vieux, les infirmes et les riches. Marc, le ronchon du village, est le seul aujourd'hui qui a refusé de sortir de chez lui. Comme toujours, on l'a pris pour un fou sans cœur. Ancien éleveur de moutons, il ne sort que très peu et préfère tuer le temps en lisant ou en marchant dans la montagne avec sa famille. Veuf depuis bientôt 30 ans, il partage sa maison avec sa fille, Anne, mère célibataire, sa petite-fille Sophie, âgée de 14 ans, et son petit-fils Louis, 4 ans plus jeune. Sans trop savoir pourquoi, dès le saut du lit, une certaine angoisse s'est emparée de Marc, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie jusqu'alors. De nature sereine, il ne s'inquiète jamais de rien. Il faut dire que l'isolement depuis le vieux, où il avait toujours vécu, l'a protégé de la moindre anxiété. Même les troubles de la guerre n'ont jamais atteint la sérénité du village. Cela fait maintenant des siècles que puis le vieux vit en quasi-autarcie. Rares sont ceux qui partent, encore plus rares sont qui viennent s'y installer. Autrefois, quand il travaillait encore, il redoutait parfois les loups qui attaquaient ses troupeaux, mais cette fois-ci, la menace est différente, plus grande, plus intense. Ce matin, bien que réticent à sortir de chez lui, il s'est rendu au marché, en famille. Plongé dans ses préparatifs festifs, le village était en effervescence, bouillonnant de vie. Comme jamais, Marc avait peur pour sa vie et celle de ses proches. Avec les heures qui avançaient et la nuit qui se rapprochait, la peur s'intensifia. Puis, quand ses poils se sont hérissés, vers 16 heures,
il a pris la décision de se cloîtrer chez lui, interdisant à sa famille, presque à la dernière minute, de participer au plus grand événement que le village n'ait jamais connu. Ne suivant toujours que son instinct, sa décision était irrévocable. De son avant-poste dans le salon, il observe la fête extérieure, sous les regards accusateurs de sa famille qui aurait bien voulu braver l'interdiction du patriarche. Une décision injuste que Sophie, sa petite fille, n'accepte pas. Agacée par cette dictature injuste, elle a explosé de colère et s'est enfermée dans sa chambre pour bouder depuis plus d'une heure. Dans un dernier cri strident, elle a claqué la porte sous le regard circonspect de son petit frère. Marc n'a pas flanché, convaincu qu'il s'agissait pour le bien de chacun. Dehors, un trouble inconnu rôde. Têtu comme un bouc en colère, à la manière d'un garde royal, il s'est posté devant la porte d'entrée à l'intérieur pour que personne ne passe. Protéger sa famille est essentiel, mais il veut aussi garder un œil sur ce qui se passe à quelques mètres de chez lui. La menace pourrait surgir à tout moment. D'où il se trouve, rien ne lui échappe. Sa maison fait face à la place de l'église, pile dans l'axe du puits. Louis est bien différent de sa grande sœur. Pour lui, la parole de son grand-père est en or, et jamais il n'oserait la braver. Au contraire, lui aussi essaie de ressentir cette étrange peur dont parle son grand-père. Fermant les yeux, il se concentre sur sa pensée, espérant que ses poils se redressent à leur tour. Malgré cette envie de ressembler à son papy, une certaine frustration le ronge de ne pas pouvoir grignoter tous ces bonbons qui circulent à l'extérieur. Anne est sereine, la fête lui importe peu. Tous ces bruits, toute cette nourriture en excès ne l'attire guère. Même sans l'interdiction de son père, elle ne serait probablement pas sortie. Elle connaît bien les humeurs de son père qui sont souvent justifiées. Le jour où son mari est mort, emporté par un cœur trop fragile, Marc l'avait appelé pour lui faire part d'angoisses inhabituelles qu'il ressentait alors. À cette époque, il n'avait pas su interpréter les signes et son mari avait succombé sur le chemin de l'hôpital. Par la fenêtre, Marc observe, toujours aussi soucieux. Il ne sait pas si son trouble est justifié, toutefois il se doit de reconnaître que le maire a réussi son pari. Comme il l'avait espéré, des centaines de personnes ont fait le déplacement pour participer au grand événement. Jamais il n'avait vu autant de monde dans le village. La plupart des visiteurs découvrent pour la première fois cet endroit magique, émerveillés par toutes les beautés dont puits le vieux regorge. Devant le groupe de rock, les adolescents se sont agglutinés. Ils dansent comme jamais, extériorisent leur joie. Des amitiés naissent, des couples se forment. Avec un certain regret, il observe toutes ces personnes qu'il connaît si bien. D'une certaine manière, il se sent coupable d'interdire cette occasion unique à ses enfants, afin de se recentrer sur sa surveillance. Il se réconforte en pensant que si tout se passe bien cette année, ils pourront s'y rendre l'année prochaine. Soudain, le visage de Marc se fige, ses poings se crispent. Sophie lui a désobéi. Elle a fait le mur et a rejoint la fête. Quel idiot, s'insulte-t-il. Il avait bêtement pensé que la porte d'entrée était la seule issue. Malgré la colère, Marc est admiratif. Sophie est magnifique, une jolie jeune femme. Pour l'occasion, elle a relevé ses cheveux, ce qui lui éclaircit le visage. D'où il se trouve, Sophie semble heureuse comme jamais.
souriante devant le fils du boulanger qui essaie de la séduire en lui offrant une barbe à papa. De telles occasions ici sont rares. Marc respire pour retrouver son calme. Après tout, il s'est peut-être trompé. Une fois n'est pas coutume, son instinct aurait pu le trahir. Devant cette joie débordante, il hésite à intervenir pour la reconduire à l'intérieur. Peu importe, il est trop tard. Elle a bravé l'interdiction et ne pourra jamais plus faire machine arrière. Les dernières secondes finissent de s'écouler sur l'horloge de l'église, sans que personne ne puisse les arrêter dans leur élan meurtrier. Assassin, le temps s'égrène, se consume et bientôt s'arrêtera. 18 heures. En parfait chef d'orchestre du village, le clocher produit un premier tintement annonçant le début des hostilités. Plongé dans l'observation de sa petite fille, Marc sursaute de surprise. Malgré la musique assourdissante qui règne à l'extérieur, le son a atteint ses tympans. Un deuxième tintement se fait alors entendre, le dernier. Excepté Marc, l'indifférence est générale. Personne ne se soucie plus de ce temps qui passe, de ce clocher qui rythme leur vie. Bêtement, Marc attend les tintements suivants qui ne viennent pas. Le système automatique de l'église s'est arrêté net de lui-même. Il reste pourtant encore 4 coups à sonner. Marc observe les aiguilles de sa montre qui, comme sur le clocher, vient tout juste de s'arrêter. La trotteuse ne tourne plus. Dans le salon, le tic-tac de la pendule s'est tu. Louis et Anne s'en étonnent également et se tournent instantanément vers leur grand-père en quête d'une explication. Il ne s'agit pas d'un simple dysfonctionnement. Ils sont les seuls à remarquer cette étrangeté. Tous sont trop occupés à faire la fête. Le cerveau de Marc s'emballe. Des centaines de pensées se bousculent et amplifient son inquiétude. À nouveau, il observe Sophie, prêt à bondir pour la secourir d'une menace invisible et pourtant bien présente. La musique s'interrompt. Surprise et emportés dans leur élan vocal, les vampires rockers poursuivent leur chanson a cappella. Dans le public, certains lèvent inconsciemment les yeux au ciel pour trouver une explication, alors que d'autres cherchent le fil qui pourrait être débranché. C'est alors qu'un vent glacial souffle sur Puy-le-Vieux, un vent bien plus froid que durant les longs mois d'hiver. Les manteaux se resserrent, les dents claquent, les chapeaux s'ajustent. Les anciens y voient enfin un signe de neige qui approche. Ravis, ils trinquent au climat retrouvé. Toutefois, leurs vers, en s'entrechoquant, n'émettent aucun son. Ils essaient un peu plus fort, les vers se brisent et se répandent sur le sol dans un silence encore plus glacial que l'air ambiant. Apeuré, le vieux François se lève d'un bond. Le raclement de sa chaise sur le sol est aussi inaudible que le verre brisé. À vrai dire, seul les sons naturels subsistent encore. La voix, le bruit des feuilles qui vibrent, les branches qui craquent, tous les autres sons se sont éteints. Les lumières s'éteignent, puis le vieux est plongé dans le noir le plus complet, dans un silence morbide annonciateur de ce qui les attend. Ils ne voient plus, ils n'entendent plus que le son de leur souffle inquiet. Quelques premiers enfants pleurent, puis d'autres. Enfin, la peur aidant, certains se blottissent les uns contre les autres, comme s'ils savaient que bientôt ils auraient besoin de réconfort. Les lumières se rallument. Personne n'ose prononcer un seul mot. Le silence est absolu. Marc cligne des yeux pour retrouver cette vision qu'il vient de perdre, immergé dans les ténèbres de la nuit. Avec peine,
L'image se redessine devant son regard. Ses yeux cherchent sa petite fille. Il ne peut malheureusement plus rien pour elle. Sans autre choix, elle endosse ce terrible rôle de première victime. Son sourire s'immobilise à jamais. Son corps s'effondre dans un bruit sourd et lourd que tout le monde entend dans le silence de la nuit. Une lourde chute. Elle est probablement morte avant même de toucher le sol. Déboussolé, terrifié, horrifié, Marc reste paradoxalement immobile. Il n'avait pas prévu cela. Il n'a pas compris. Les premiers cris retentissent. Des cris stridents à faire pâlir d'effroi. Anne et Louis tendent l'oreille. Marc les dissuade de s'approcher. Dans son noir regard, ils comprennent qu'il est préférable de l'écouter. Statiques, ils attendent son approbation pour bouger. S'ensuit alors l'horreur. Le fils du boulanger observe le corps inerte de celle qui tentait de séduire et s'écroule à son tour. Sur scène, l'ensemble du groupe s'effondre. Dans sa poussette, le bébé de la factrice ne respire plus. Les hurlements d'horreur se multiplient. Les corps continuent de tomber les uns après les autres, comme s'ils étaient soudainement débranchés, dépouillés de leur existence. En à peine quelques secondes, d'autres âmes s'échappent de leur enveloppe, les unes après les autres, à la manière de châteaux de cartes. Après Sophie, le fils du boulanger, le bébé, un groupe de vampires rockers, d'autres les rejoignent. La fleuriste, le maire, le prêtre, l'institutrice, le vieux François et tellement d'autres. 27 cadavres en moins d'une minute. 27 morts soudaines, brutales et inexpliquées. Quand toutes les informations parviennent un peu plus clairement à l'esprit de Marc, il tape du poing sur la lourde porte d'entrée qui tremble à peine malgré la violence du coup. L'impact est si fort qu'il explose dans toute la maison. Entre les murs de sa demeure, les troubles sonores extérieurs n'ont pas lieu. Tout est comme avant. Louis et Anne, apeurés par l'attitude de Marc, se prennent dans les bras, emportés par leur incompréhension. En cet instant, ils ne savent pas ce que Marc vient de voir. Ils ne savent pas que Sophie s'en est allée. Ils ne savent pas combien sont déjà morts. Dans un grognement aussi terrifiant qu'autoritaire, Marc leur ordonne de l'attendre à l'intérieur avec interdiction formelle de sortir pour le rejoindre, ni même d'ouvrir les fenêtres. Il en va de leur vie. Sans plus de discours, il sort de la maison en oubliant sa veste. Le froid qui règne sur la ville ne l'atteint pas. Son âge avancé ne compte plus, son corps vieillissant n'importe plus. Il n'a que Sophie en tête. Sa pauvre Sophie, sa belle Sophie. Pourtant, il est trop tard. Sophie s'en est allée. Des larmes glissent sur ses joues. Quelques flocons tombent enfin alors qu'il ramasse le corps sans vie de sa petite fille. Il la serre dans ses bras, l'étreint de tout son amour. La colère de n'avoir pas pu la sauver l'envahit. Par la fenêtre de chez lui, Anne et Louis découvrent l'atroce vérité, médusée. De son regard foudroyant, Marc leur rappelle que sortir de la maison est proscrit. Il y a eu assez de décès pour aujourd'hui. Autour de lui, tous ces corps, tous ces pleurs, ces cris. Quel malheur vient donc de s'abattre sur eux. Un flocon lui tombe sur le nez. D'autres continuent leur chute sur le visage de Sophie. Tendrement, Marc lui essuie les quelques gouttes qui se forment sur sa peau encore chaude. Il remarque alors que les flocons ne tombent plus, ils planent, comme si leur chute s'était soudain interrompue. Rien n'est terminé, le fléau va encore faire des ravages. Cette fois-ci, tout le monde a remarqué. Les pleurs et les cris cessent, les regards se lèvent vers le ciel dans l'attente de leur sort.
Au loin, dans l'obscurité de la nuit, Marc pense apercevoir une masse en mouvement qui se rapproche. À quelques mètres de lui, elle vient impacter le sol. Un oiseau. Malgré les ravages de la chute, Marc reconnaît instantanément l'espèce, un chocard à bec jaune. À nouveau, il lève les yeux au ciel. Cette fois-ci, des centaines d'oiseaux de toute taille, de différentes espèces volent ensemble, de manière complètement désordonnée. Les pauvres bêtes poussent des cris terribles qui expriment la peur. Les oiseaux fuient. Tout comme pour les animaux volants, une certaine panique s'empare du village. Nombreux veulent fuir, se cacher, disparaître avant que le drame ne s'amplifie. Les moteurs des voitures démarrent dans un vrombissement à nouveau audible. Les premiers véhicules s'échappent alors que d'autres oiseaux s'écroulent sur la foule. Des dizaines, des centaines, l'effroi ne cesse de grandir. Sous le choc, les pare-brises explosent. Chacun se recroqueville sur lui-même en se protégeant le crâne ou trouve refuge. Marc forme un abri pour Sophie avec son propre corps. Il sent les volatiles morts qui lui impactent le dos. De sa main droite, il se protège la tête, pendant que son autre main maintient le corps sans vie de Sophie. Marc a mal, très mal. Pour sauver l'enveloppe corporelle de son enfant, il risque de mourir. Un mauvais coup et il ne s'en remettra pas. Pour le moment, une certaine forme de chance le maintient sur ses appuis en vie. Usant de son mental d'acier, il serre les dents et attend que se termine la pluie d'oiseaux. Ils ne vont pas tomber indéfiniment, se rassure-t-il. Moins d'une minute plus tard, les oiseaux ne tombent plus. Marc ne bouge pas. Il préfère être certain que rien d'autre ne risquera de faire du mal à Sophie. Peu à peu, il redécouvre son dos qu'il avait tenté d'oublier un instant. Il ressent à nouveau chaque impact au travers de ses multiples blessures. Dans un craquement, il se redresse lentement. La douleur n'est pas aussi forte que sa peine. Il s'en remettra. Délicatement, il ferme les yeux de Sophie et dépose un baiser sur son front. Puisant dans les quelques ressources physiques qui lui restent, il se hisse sur ses jambes, Sophie dans les bras. Un bref instant, il observe le massacre autour de lui. Les pertes humaines et animales sont immenses. Les pauvres oiseaux se sont écrasés sur le sol, offrant un spectacle des plus horrifiques. Partout, du sang, des entrailles, des morceaux éparpillés. Les premières mouches font déjà leur apparition afin de se délecter de ce festin improvisé. Il est temps pour Marc de reconduire Sophie à l'intérieur avant que les insectes ne s'en prennent à elle. Les mouches se font de plus en plus nombreuses. D'autres insectes les rejoignent dans un bourdonnement terrible. Des guêpes, des abeilles, des moucherons, des milliers de petites bestioles volantes s'agglutinent sur les corps et autour des rescapés. Marc se fraye un chemin et s'enfuit. Sous son regard, il remarque que parmi ces milliers d'insectes, des centaines ne survivent pas et viennent mourir à ses pieds. Eux aussi ne sont que la proie de ce malheur. Il accélère le pas et quitte la place centrale. Avec son coude, il enfonce la poignée de la porte de chez lui. D'un coup de pied, il ouvre. Anne est accroupie sur le tapis devant la cheminée en pleurs. Elle a tout vu depuis la fenêtre. Quand elle découvre le corps de Sophie dans les bras de son père, elle se dirige immédiatement dans sa direction. Elle veut serrer sa fille, l'embrasser, partager une dernière fois son amour. Marc dépose l'enfant sur le canapé. Anne s'empresse de la recouvrir d'une couverture, comme si elle pouvait encore prendre froid. Dans un flot de larmes ininterrompues, elle l'embrasse, la recoiffe, la caresse, pendant que Louis pose une main compatissante sur le dos de sa mère. Le jeune garçon ne maîtrise pas encore les sentiments liés à la mort. Pourtant, il ressent cette peine qui les accable.
À nouveau, Marc sort de la maison. Sa fille n'y prête aucune attention. D'un regard entendu, Louis lui confirme qu'il restera près d'elle. Il veillera sur sa mère. Dehors, un certain calme est revenu. Les insectes qui ont survécu sont partis. Un calme très éphémère entre deux instants de panique. Marc s'avance, il veut aider, se rendre utile. À nouveau la neige tombe. Sur son chemin qui le mène à la place centrale, il manque de se faire renverser par un chien noir qui court à toute allure. L'animal aboie en silence, sa gueule n'émet plus aucun son. Soudain, sa course s'arrête net. L'animal s'écroule et roule jusqu'à ce que son corps entre en collision avec une voiture en stationnement. S'ensuit alors une étrange scène dans laquelle toutes sortes d'animaux traversent le village, poussant des cris de panique silencieux. Les pauvres bêtes ne contrôlent rien. Elles courent, percutent tout ce qui se présente devant leur passage. Certaines d'entre elles parviennent à s'échapper alors que d'autres, comme le chien, meurent instantanément et finissent leur course en roulade jusqu'à ce qu'un mur, un arbre ou une voiture les stoppe. Marc s'écarte de leur passage et reste à l'abri sur le pas de la porte de sa maison. Quelques secondes plus tard, quand le troupeau est passé, il ose s'avancer pour constater les dégâts. Tout est ravagé. De la fête, il ne reste plus rien. Au milieu des débris des 27 humains décédés, des dizaines d'oiseaux, des milliers d'insectes, viennent s'ajouter des renards, des chiens, des chats, des vaches, des moutons, des souris. Comme si toutes les espèces étaient venues mourir sur la place du village. Celles qui ont survécu sont déjà bien loin, trop apeurées pour retrouver leur calme. Marc tombe à genoux face à l'église, le puits dans son dos. Il lève les yeux vers le clocher sur lequel la croix est érigée. Qui est responsable de cela? Il y a toujours un responsable. Son esprit est confus. Il n'a plus d'énergie. Tremblant, il pose son visage sur ses paumes, laissant éclater sa peine un instant. Il se reconcentre, retrouve son souffle. La situation pourrait-elle empirer davantage? N'ont-ils pas déjà atteint son paroxysme? Que reste-t-il à détruire? Marc a froid. Un froid étrange qui le parcourt par ses jambes encore sur le sol. De l'eau boueuse coule, se répand et s'immisce dans son pantalon. Sans attendre, il se remet debout et découvre derrière lui l'origine de cette inondation. Avec lenteur, le puissant tonnerre du village est en train de dégueuler des litres et des litres d'une boue noirâtre et puante. Dans le liquide, des masses s'agitent, des vers de terre, des taupes, des escargots et même étonnamment quelques poissons. Incapables de respirer dans ce mélange infâme, aucun ne survivra. Ils sont condamnés à l'asphyxie. Marc s'éloigne. Le vent se lève. Marc ne bouge plus. Devant son regard se dessine alors une image surréaliste. Comme des confettis, des milliers de feuilles sont emportées de leurs branches. Autour de lui, elles tournoient, virevoltent. Pour autant, il ne ressent rien. Il voit le vent au travers du balai de feuilles, mais ne le ressent pas. Ses cheveux ne bougent pas. Hormis les morceaux de plantes et la boue qui se répand, tout est immobile. Après quelques tours, le balai végétal s'interrompt. Comme les flocons un peu plus tôt, les feuilles s'immobilisent dans les airs. Quelques secondes encore, elles planent au-dessus des survivants de cet apocalypse avant de se désintégrer en millions de petits morceaux de poussière. Puis, dans un craquement, des dizaines d'arbres s'effondrent, écrasant maisons et voitures dans leur axe de chute. Les survivants planqués un peu partout les évitent de justesse. Sur la place de l'église, le vieux platane est bien trop gros pour se déraciner. Comme beaucoup d'autres arbres de son envergure, il se contentera de mourir sur place,
statufié. De son passage sur terre, il ne resta plus qu'un tronc sec et sans âme. La neige tombe encore plus intensément. Bercés d'incompréhension et de peur, villageois et touristes n'osent plus bouger. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent redouter ou fuir. Le village se plonge dans une léthargie générale. C'est alors qu'un tintement se fait entendre et bouscule leur esprit embrumé. Les cloches de l'église ont soudain repris leur fonction. 3 coups successifs se rajoutent au premier. Les 4 coups manquants annonçant 18 heures. Avec l'horloge de la ville qui redémarre, la vie reprend ses droits, comme un cœur qui redémarre. Instinctivement, Marc observe sa montre dont les aiguilles reprennent leur mouvement. Avec les secondes qui s'écoulent à nouveau, ce sentiment étrange que nourrissait Marc depuis ce matin s'est envolé. Cette fois-ci, il en est certain, tout est fini. Encore quelques minutes sont nécessaires pour que chacun retrouve ses esprits. Un par un, ils sortent de leur cachette, se prennent dans les bras, s'apitoient sur leur sort et s'épanchent sur leurs disparus. L'heure du bilan est venue. Partout des cadavres, végétaux, animaux, personne n'a été épargné. Marc observe les victimes humaines encore sur le sol. Il reconnaît chacun d'entre eux, tous des habitants du village. Ce constat se confirme quand les étrangers montent à bord de leur voiture et s'enfuient. Aucune victime étrangère. Pas un ne prend la peine de leur prêter main forte. Pas un seul ne reste pour les soutenir dans cette terrible épreuve. Très vite, le village redevient celui qu'il était, isolé, seul, abandonné. Une solitude de courte durée. Les heures et les jours suivants commencent le défilé. D'autres étrangers font irruption dans leur village, autrefois si paisible. La police, les pompiers, les pompes funèbres, les médecins légistes, les vétérinaires, les biologistes, les chimistes, les ambulanciers, les curieux, les journalistes, les photographes se succèdent jour après jour. Le défunt maire a bien réussi son coup d'une certaine manière. Comme il le souhaitait, le village est devenu célèbre. D'un bout à l'autre du globe, tout le monde parle de la fête d'Halloween depuis le vieux. Une fête que personne n'oubliera jamais. Désormais, quand la nuit tombe sur Puy-le-Vieux, les portes et les volets se ferment, les bruits s'effacent, évaporés au dernier rayon de soleil. Un silence lourd, pesant, se dépose sur chaque maison. Chaque coin de rue, chaque âme encore vivante est suffisamment courageuse pour rester ici, dans cet endroit sinistre. Religieusement, les lumières s'éteignent. Entre paranoïa et précaution, le moindre trou d'air est calfeutré de serviettes ou de chiffons. Puis le vieux ne fêtera plus jamais Halloween. Le village se rappellera simplement de cet anniversaire sordide qui a décimé exactement un quart de leur population. Il en est de même pour les autres êtres vivants que les villageois ont pu compter. Une élimination mathématique qui a décimé vaches, moutons, poules, lapins et bien d'autres. Aucune espèce n'a été épargnée. Marc n'a pas quitté le village, sa famille non plus. Ils ne veulent pas abandonner, ils ne veulent pas oublier. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils savent que le mal reviendra. Une menace inconnue, imperceptible. Quand l'heure à nouveau s'arrêtera à la tombée de la nuit, ils devront être prêts. Dehors ne leur appartiendra plus. Voilà. J'espère que cela vous a plu. Je vous remercie par avance de liker, partager, commenter et de vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau conte d'Halloween.